Alors bonsoir et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie 1.1 trait en partenariat avec Radio Lodève, ainsi qu'en partenariat pour cette soirée avec les Terrasses du Larzac, qui, je le rappelle, est une appellation qui regroupe 150 vignerons et viticulteurs situés sur les contreforts du plateau du Larzac sur environ 32 communes. Ils ou elles ont à cœur de faire des vins d'exception et s'investissent dans leurs vignes et leurs caves avec une exigence quotidienne. Vous êtes historienne, chercheuse en histoire et civilisation, diplômée de l'université Jean Jaurès à Toulouse. Vous avez quitté l'histoire des périodes sombres des années 1930-1940 pour vous projeter vers l'horizon de 2030 à travers la vigne et les raisins. Vous avez également été chroniqueuse pour différents médias, dont le magazine Le Point, sur sa version en ligne. En 2013, vous êtes devenue vigneronne et vous redonnez vie à de petites parcelles en muscat à petits grains en production naturelle au Clos de Miège, situé à Vic-la-Gardiole, près de Montpellier, entre Mireval et Frontignan. Florence Montferrand, bonsoir. Bonsoir Stéphane et bonsoir tout le monde. Même dans les vignes, le virus de l'écriture est toujours là. En 2020, vous publiez Le Breuvage d'Héraclès aux éditions Priva et en mai 2024, aux éditions BBD Éditions, Le vin par tous les temps. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour écrire ce livre? C'est un élément assez ancien. En 2018, j'avais déjà quelques chroniques, quelques articles pour mon blog et je réfléchissais à la façon dont je pourrais articuler une réflexion. Et à l'époque, on parlait moins ou peu des changements climatiques, de la place des femmes, dans toutes ces choses que je traitais. Et j'avais envie de les poser dans un livre. Mais malheureusement, il y avait dans ce livre une partie sur le muscat à petits grains. Et donc, ça n'a pas raté. J'ai été happée par le muscat, qui est quand même l'objet de mes passions. Et c'est pour ça que Le Breuvage d'Héraclès est sorti en premier. Mais le projet de ce livre était déjà en germe, donc en 2018. Et simplement, entre 2018 et 2023, au moment où j'ai repris l'écriture, dans le but d'un ouvrage, les choses avaient énormément évolué. C'est-à-dire en 5 ans, on n'entendait plus parler que de changement climatique. Donc, je sentais cette accélération de l'histoire que nous vivons. Et il fallait à la fois le poser et à la fois prendre du recul et pouvoir l'observer sur pas l'immédiateté de ce que l'on voit ou de ce que l'on entend. Et j'ai choisi de prendre une décennie, parce que j'avais travaillé déjà sur une période décennale pour le muscat, un petit grain, pour une étude. Et une décennie, c'est déjà une façon assez intéressante d'appréhender les évolutions. Et donc, j'ai choisi de recomposer autour d'une dizaine d'années d'articles, de notes, d'observations que je n'avais pas toujours exploitées. Voilà. Alors, d'historienne, forcément, en quoi le passé, les racines, de préférence par Rance, construit le grain de l'avenir? Ça, c'est une question pour un futur sujet de bac. En tout cas, je pense que l'histoire peut nous fournir des clés pour notre compréhension, pas pour donner forcément des réponses, et des outils aussi pour notre réflexion, la façon dont on peut organiser tout ce qu'on entend et tout ce qu'on constate. L'histoire, c'est pas une baguette magique. On va pas vous dire l'avenir. Mais c'est vrai qu'on voit souvent l'histoire comme quelque chose du passé uniquement, un petit peu poussiéreux. Parfois, les documents le sont. Mais l'histoire, elle est surtout là comme une dynamique pour nous aider dans nos problématiques actuelles. C'est comme ça que je la traite depuis quelque temps. Alors, l'origine de la viticulture, que vous abordez aussi dans cet ouvrage, évolue en fonction des dernières recherches de l'INRAP, vous le soulignez. Alors, l'INRAP, pour ceux qui sont novices comme moi, c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Et vous dites que cela modifie un certain récit national, ces dernières découvertes ou ces dernières recherches de cet institut. Quel est-il et surtout, qu'est-ce que cela ouvre, non pas comme bouteille, mais comme perspective? Alors, effectivement, l'INRAP a été créé il y a une vingtaine d'années
Et lorsque maintenant vous faites des grands travaux, on va citer l'A75 ici parce que c'en était un, il y a obligation pour plus de 2 hectares de fouiller préventivement le sol avec des archéologues. Donc on a renversé l'archéologie en disant, ou même l'histoire, on cherche, mais est-ce qu'on va trouver? Et là on ne cherche pas, hein, mais on trouve. Et c'est assez fabuleux déjà dans l'esprit. Et effectivement, il trouve énormément de choses sur l'Antiquité, le Moyen-Âge ou sur des périodes plus récentes. Et il modifie notre récit national parce que le récit qui a été écrit, hein, donc qui n'est pas archéologique, il est toujours écrit par les vainqueurs, hein, par les plus forts. Donc, il est légèrement orienté, notamment pour l'Antiquité, puisque je le disais à propos de la période antique, ils ont renouvelé nos connaissances de l'Antiquité parce que on se rend compte que bien avant les Romains, les Grecs avaient installé une viticulture très structurée un peu partout chez nous, et parce que certains archéologues, alors là non plus en France, mais en Italie du Nord et en Sicile, ont pu, grâce à ce type de fouilles, retrouver qu'il y avait de la vigne antérieurement aux colonisations. Mais parce que l'histoire est constitutive de votre récit, à tout point de vue, vous retracez aussi le parcours de la viticulture et sa présence dans le sud de la France. Donc, à quand remonte-t-elle, puisque vous l'évoquiez à l'instant? En l'état de nos connaissances, de façon assez sûre, donc, elle date des Phocéens qui ont fondé une colonie à Massilia. Les Phocéens étaient des gens de la partie d'Asie mineure, de l'Orient grec, l'actuelle Turquie. Et ils sont venus pour des raisons commerciales d'abord, pour vendre leur vin. Et puis, ils ont trouvé que la région était tellement adaptée à la vigne, le climat, le sol, qu'ils y ont installé une viticulture qui a très vite essaimé autour on est en quelle période On est création de la colonie, c'est moins 600 avant notre ère. Et, dès le 5e siècle avant notre ère, autour de Nîmes et autour de Latte, le grand site archéologique pour nous, qui est près de Montpellier, nous avons des présences de vignes. Et de vignes cultivées, mais pas encore de traces de raisins vinifiés. Donc on sait que la culture est là, et à partir du IIIe siècle, on a des traces avant notre ère, de viticulture et de vinification, avec des pressoirs, enfin des choses assez fabuleuses qu'ils retrouvent et qu'ils décodent, hein, parce que quand on regarde, nous, on voit un trou, hein, on voit des fossés, et en fait, c'est la présence de parcelles, de vignes, l'implantation des pressoirs antiques. Mais la question se pose pour nous aussi d'une viticulture qui serait indigène, qui serait antérieure aux Phocéens. Parce qu'on a notamment de part et d'autre de la Gardiole sur le pic Saint-Loup, de part et d'autre de Montpellier, pardon, sur le pic Saint-Loup et la Gardiole, on a de la vigne sauvage depuis le néolithique. Et donc cette vigne sauvage a dû intéresser les peuplades locales, mais on n'a pas de traces. Voilà. Et tant qu'on n'en a pas, qu'elle soit archéologique ou écrite. Alors j'imagine qu'en fonction des régions, mais aussi des périodes, les cépages évoluent, se croisent. Quelle fut quelle fut l'évolution On a, grâce à l'archéologie préventive depuis une dizaine d'années, trace des cépages qui étaient cultivés pendant l'Antiquité. Et donc ici, vous avez le cépage, enfin pas loin d'ici, vous avez le cépage le plus ancien qu'on ait retrouvé en Languedoc, qui est la Clairette, et qui a pratiquement bougé de quelques kilomètres entre la découverte de la fouille à Tourbe et son aire d'appellation actuelle. C'est assez fabuleux. Et on a quelques traces de cépages qui vont essaimer un peu partout. Le merlot et le petit verre d'eau vers Bordeaux. Le pinot, le savagnin, la Bourgogne, le Jura. L'Arvine vers la Suisse. Donc on a des cépages qui s'installent, qui vont bouger, qui vont être hybridés, et qui sont rapportés, on le dit beaucoup, par les pèlerinages. Ils partent avec leurs cépages. Je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, il y a des échanges très nourris. Il ne faut pas voir les périodes anciennes comme des périodes où il n'y avait pas de communication. Il y avait des communications qui étaient plus longues, moins évidentes qu'un smartphone, mais il y avait beaucoup d'échanges et de circulation des biens comme des idées. Donc les cépages ont énormément
évoluer et en même temps, si on se réfère à ces découvertes, les choix que les vignerons ont fait il y a 2000 ans ont été décisifs dans notre encépagement. Alors du Moyen-Âge au XXe siècle, des tables des rois de France à celles des présidents des États-Unis, vous citez Thomas Jefferson, peut-être aussi de quelques Sandan. En quoi le muscat est-il emblématique par rapport à d'autres cépages des régions du sud de la France ? Alors, les Sandans, non. C'était un vin réservé aux élites. C'est pour ça que vous n'aurez comme citation que des grands de ce monde. Le peuple ne buvait pas du muscat. Il est certainement, mais on n'a pas la chance de la clairette, importé par les Grecs, parce que les Grecs appréciaient énormément le muscat. Il y en avait, j'ai cité l'Orient grec, l'Asie mineure, il y en avait dans toutes les îles, Chios, Samos, Lesbos, la Crète, Rhodes, et puis sur la péninsule. Et c'est un cépage qu'ils aimaient particulièrement. Donc, et eux voyageaient, on le sait, avec leur cépage, soit des boutures, soit des pépins. Et dans le but, s'ils s'installaient et que le climat leur plaisait, ils plantaient la vigne. Donc là-dessus, les Grecs ont certainement amené ce cépage. On a donc un faisceau de présomption là-dessus. Et il s'est particulièrement plu dans la région pour des raisons. Il était implanté souvent sur des sols pauvres, pas sur des sols très riches. Et il s'y est extrêmement bien plu. Et pourquoi est-il devenu emblématique ? Parce que les Grecs aimaient beaucoup et plaçaient tout en haut des hiérarchies les vins doux, en surmaturation. Et le muscat s'y prête extrêmement bien. En surmaturation, donc pas encore avec du mutage, on va attendre Arnaud de Villeneuve, mais cela donnait des vins extrêmement réputés. Et donc ils voyageaient aussi bien parce qu'ils avaient des sucres résiduels, donc ils conservaient bien. Et à partir du Moyen-Âge, la grande publicité qui est donnée au muscat, c'est par le fait qu'on le considère comme un vin médecin. Donc, il a des vertus qui sont vantées par Arnaud de Villeneuve, Guy de Chauliac, un certain nombre de médecins, des rois d'Aragon ou des papes en Avignon. Et cela donne une extrême publicité aussi, une facilité, c'est qu'ils vont être exemptés de taxes. Et les taxes étaient déjà très lourdes à l'époque. Dès que l'on passait, on entrait dans une ville, on sortait, on passait un pont, il y avait des péages. Donc le muscat, lui, circulait beaucoup plus librement. Donc ça a été un formidable élan économique, mais il s'est doublé d'un élan intellectuel. Tous les grands auteurs, les grands médecins donc, qui ont assis cette réputation médicale, tous en parlent en des termes absolument splendides. Et c'était les meilleurs publicistes à l'époque. C'était les agents très puissants. Le Havas d'aujourd'hui. Oui. Vous orientez votre livre sous l'angle de votre pratique de vigneronne au Clos de Miège, et plus précisément donc celui du muscat, tel que vous en parlez, d'historienne à viticultrice. Pourquoi le choix de cette reconversion ? Reconversion, non, parce que ça s'est ajouté à un travail, et c'était une façon de passer vraiment du discours à la pratique. Et puis, comme à l'époque, je travaillais avec les institutionnels sur une problématique de redynamisation de la filière de muscat. Ils trouvaient que je parlais beaucoup, et j'ai dit, je ne vais pas faire que parler, je vais mettre les mains à la pâte, avec l'appui de mon compagnon, qui est un technicien hors pair. Et donc, ça m'a permis de mieux comprendre de l'intérieur aussi. Voilà, les choses. Et je pense, d'entrée, j'avais choisi de démarrer dans une démarche biologique, si l'on veut, puisque je reproduisais des gestes anciens, donc ça ne me serait pas venu à l'esprit d'y introduire des pesticides ou autre chose. Et puis par goût, par inclinaison naturelle. Mais tout ne se réfléchit pas toujours, en fait. Il y a un élan parfois qui est spontané et qu'on explique après. Alors, vous parlez de votre pratique, qui trouve sa source dans les témoignages trouvés dans les archives, vous dites. Et quels sont ceux, donc, qui vous ont le plus marqué dans vos recherches ? Alors,
très clairement, il y a un document qui figure dans le breuvage d'Héraclès qui date du 14 juillet 1740. Ça, c'est le plus beau document que j'ai trouvé. Et assez par hasard, en fait, parce qu'il était pas du tout dans une collection aux archives sur le muscat, il était dans une collection de travaux sur l'Académie des sciences de Montpellier. Et c'est un document fabuleux que j'ai pu confronter à d'autres documents que j'avais trouvés, où on mentionne vraiment de la plantation jusqu'à la commercialisation. Et à partir de 1720, la commercialisation du muscat se fait en bouteille, de transport même, ce qui est assez inimaginable. Et ces pratiques-là, et ce document notamment, m'ont fait apparaître l'existence de muscats non mutés, puisque depuis Arnaud de Villeneuve, et pour une meilleure conservation, le muscat a été muté, c'est-à-dire qu'on ajoute de l'alcool pendant la fermentation pour la bloquer. Et je me demandais s'il y avait d'autres pratiques. Et effectivement, donc, il y avait cette pratique sans le mutage à l'alcool qui amenait des vins il est gardé entre 3 et 5 ans. Et donc, il est transporté aussi en bouteille. Donc, c'est absolument, quand on tombe sur un document comme ça, c'est assez magique. On a le cœur qui bat. C'est des documents d'érudits. Ce document est de M. Fournier. Donc, c'est un bourgeois, sans doute déjà de la bourgeoisie éclairée, très, très à l'aise dans l'écriture, enfin, une très belle plume, y compris manuscrite, puisqu'il y a les deux. Il y a la version manuscrite et imprimée. Ouais. Donc cela, ça vous a inspiré dans vos pratiques? Ouais. Moi, j'étais très curieuse parce que déjà, je suis iconoclaste, mais le muscat muté, enfin, pour moi, l'alcool faisait barrage entre le cépage et moi, donc j'avais envie de savoir ce qu'il y avait, s'il n'y avait pas de mutage. Mais c'était une grande curiosité. Et on a ce qu'on appelle aujourd'hui, et Guillaume le sait, un vin naturellement doux. C'est sa classification. Alors, vous dites redouter le passage des cavaliers, les seins de glace, la lune rousse, les nuits sans nuages. Vous comparez les calendriers des gelées blanches comme celle de 2018 avec celle de 1777. En cette période de dérèglement climatique, où la chaleur, le froid, la pluie se joue des dates. Comment travaillez-vous aujourd'hui alors qu'il n'y a plus de saison? Alors, pour être très clair, j'ai terminé mes fermages, donc je ne suis plus à la vigne maintenant. Mais comment je travaillais, ça devenait de plus en plus compliqué. Surtout pour nous, en bord de littoral, la chaleur estivale. Nous avions une grande chaleur estivale qui était de moins en moins tempérée par les brises marines. C'est compliqué en termes de maladies, peut-être moins que sur l'arrière-pays et sur les vins rouges. À part la sensibilité à l'oïdium, le muscat est quand même un sacré résistant. Quand il est planté dans ses terres de prédilection, il ne bouge pas. Il n'a bougé qu'une fois, qui était le 28 juin 2019, lorsqu'on a eu un coup de chaud avec une stagnation de l'air chaud sur nous. Je dis nous, c'était l'Hérault, le Gard. Et là, le muscat et les cépages anciens ont bougé, les terroirs. Saint-Georges-d'Orc a été touché, Sainte-Trésorerie, ce qui étaient nos grands terroirs historiques. Et là, ils ont souffert aussi. Et pour moi, c'était vraiment un signal d'alarme. Je dis, la nature nous envoie un carton rouge. Mais c'est de plus en plus compliqué. J'admire ceux qui sont ici et leurs collègues et qui continuent l'ouvrage parce que ça devient de plus en plus difficile en termes d'aléas climatiques, c'est certain. Cette année, à l'opposé de très grandes chaleurs, c'est l'absence de pluie d'abord, puis les grandes pluies qui ont extrêmement compliqué l'arrivée au bout du chemin. Parce qu'en fait, c'est à l'arrivée du chemin que les choses les plus graves surviennent. Un orage de grêle, comme on en connaît, ou une attaque très forte de milieu. Donc dès 2014, un an après votre installation, vous voilà
en vendange, sans regarder le calendrier ni les prévisions, dites-vous, mais en écoutant le temps. Qu'est-ce que ça signifie, écouter le temps? Écouter le temps, c'est un truc d'historienne. En fait, on observe à la vigne tout ce qui se passe, et puis on décide qu'à un moment donné, la maturité, on goûte les grains, et on décide qu'on va y aller. C'est une observation, j'ai appris à observer. C'est le grand enseignement de cette pratique, c'est apprendre à observer, à voir les choses évoluer, essayer de les comprendre, pourquoi elles évoluent dans ce sens. Ça fait écho à votre pratique d'historienne. Oui, mais c'est très concret. C'est très, très concret. Quand il faut y aller le matin, je me rappelle, on allait souffrir un 14 juillet, mais il fallait y aller. Le 14 juillet, moi, c'est mon jour férié. Hein. C'est ma date la plus importante dans l'année. Et bon, mais il fallait y aller. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous a orienté dans votre choix de pratique de préservation aussi de l'environnement et de... C'était une inclinaison naturelle, mais je ne savais même pas que ces pratiques avaient des noms. Hein, donc après, j'en ai entendu beaucoup sur les vins nature et autres. Mais moi, l'idée, c'était ce goût personnel et cette attention personnelle à la terre. Et l'idée de me placer le plus possible dans les conditions anciennes. Sachant qu'on n'avait pas la même météo, pas les mêmes, évidemment, cèpes, mais essayer de retrouver quelque chose de leur geste, oui. Et même en souffrant oui. Dans les deux sens du terme. Oui, avec un F ou deux, oui. Ouais. Alors, de la page 63 à la page 73, en fait, en 10 pages et en 10 ans, vous faites un petit tour de vos différentes vendanges qui illustrent les changements inhérents à la profession, qu'ils soient subis, la météo, ou volontaires, c'est-à-dire vos changements de pratique éventuels ou découvertes, ou usages différents de l'utilisation des traitements, par exemple, ou de l'absence de traitement. Vous évoquez aussi Baptiste Morisot, le philosophe du vivant, mais aussi Aurélien Barraud, l'astrophysicien. De quoi votre pratique est-elle le reflet ? Alors, il y a l'idée d'être très pratique, d'être là pour ne pas faire du mal à la terre et le plus possible du bien. Et il y a l'idée, qui est arrivée après, que tout ça se rattachait à des choses plus profondes et plus larges que la vigne, comme notre place en tant qu'humain parmi le monde végétal et animal. Ça, c'est quelque chose. Et j'ai écouté et lu Baptiste Morisot, par exemple, que je trouvais lumineux dans le sens, oui, moi, il m'a éclairé sur quelque chose auquel je ne pensais pas. Et comment ça a répercuté sur vos pratiques ? Comment vous avez évolué en disant j'ai testé ça, mais ça ne me va pas ? Ou est-ce que vous avez modifié des choses de manière profonde ? De manière profonde, non. Non, de manière profonde. Dans les pratiques, quasiment pas, sur la base. Après, c'est vrai que j'ai de moins en moins traité, parce qu'aussi, j'avais de moins en moins d'oïdium. Au départ, j'en avais beaucoup, mes vignes avaient été abandonnées, donc il fallait souffler, il fallait tailler aussi de façon à ce qu'on le sorte du bois. C'était compliqué tout ça. Et après, c'était plus simple, parce qu'on mettait des choses en route. Et la question de l'enherbement naturel, c'est-à-dire laisser l'herbe telle qu'elle. C'est la seule question que je me sois posée. Est-ce que je laisse l'enherbement, l'herbe qui pousse comme ça, ou est-ce que je laboure et je sème quelque chose? Parce que j'avais un ami vigneron sur Vic-la-Gardiole qui le faisait, mais lui se convertissait au bio. Donc il avait besoin, pour moi, comme mes parcelles avaient été abandonnées longtemps, j'avais peut-être pas besoin de faire cette étape-là, et j'ai décidé de laisser l'enherbement naturel. Et là, c'est parti dans une grande observation de la biodiversité, de tout ce qui revenait à la vigne,
et qui m'a extrêmement, oui, reconnectée à la nature. Mais alors vraiment, quand j'entendais des gens parler, je dis oh mais c'est bête de parler comme ça. Et puis je suis aussi bête qu'eux, parce que vraiment il y a ce lien qui se refait. Le fait d'y aller régulièrement et de pouvoir observer tous les changements. Les premiers changements que j'ai eus, c'était des orchidées sauvages qui arrivaient. Donc j'étais très contente, c'était un signe que tout repartait. Et puis à un printemps, on a vu arriver des garrigues, parce que j'avais une parcelle à flanc de gardiole, des aplats de thym. Le thym est venu tout seul. Alors le thym, quand on le prend en garrigue, qu'on veut le replanter chez soi, il meurt. Et là, il est venu tout seul. Après, j'avais une latifolia, c'était une légumineuse, parce que j'ai un chercheur qui est venu, un botaniste, et il me dit, mais c'est une légumineuse rare. Et en plus, moi, je la trouvais très jolie, parce qu'elle avait une petite fleur rouge. Et il y a cette idée que, oui, enfin, il y a un émerveillement sur tout ce que la nature peut donner, ou ce qu'on lui laisse faire aussi, quoi. Mais qu'est-ce que ça modifie concrètement dans les pratiques de laisser l'herbe se développer On traite moins, beaucoup moins, on ne laboure pas. Donc c'est en ce sens que j'ai rencontré Marc-André Selos, le labour, voilà, les premiers temps, parce que la parcelle était abîmée, hein, il y avait beaucoup de branches, beaucoup de choses, donc on avait labouré, mais après on ne labourait pas. Et est-ce que ça modifie ou ça complexifie ou pas les vendanges? Est-ce que c'est... Les vendanges, non. Sur le ramassage du grain La façon de faire attention à ce qu'il n'arrive pas des maladies, parce qu'en bio, on ne peut pas... quand elles sont là, c'est un peu tard. Et une grande attention, mais c'est ce qui renforce aussi cette observation. C'est l'attention qu'il faut avoir à la vigne et observer comment elle se comporte. Parce qu'après, en termes de traitement, on faisait vraiment pas grand-chose, quoi. Vous parlez de slow wine. De quoi cette expression fait-elle sens pour vous et sur votre façon de produire? Alors, je l'ai écrit, slow wine. Je ne savais même pas. Je l'ai appris il y a 2 ans. Il y a une branche de slow food qui s'appelle slow wine. Oh, c'est vraiment prendre le temps. Alors, moi, je le dis, je ne suis pas dans une démarche économique comme un vigneron dont c'est le métier. Source de revenu. Je veille toujours à l'équilibre, si possible, et des comptes. Donc, je n'ai pas cette démarche économique du vigneron qui doit faire attention et qui a des impératifs dans sa façon de produire. Moi, c'est un luxe, hein, aussi, il faut le dire, de prendre son temps, pour observer, pour travailler, pour passer plusieurs fois à la parcelle pour les vendanges. Voilà, c'est quelque chose et qui s'intègre à une démarche globale. Voilà. Les prises de conscience de santé publique, les habitudes de consommation qui évoluent, et donc celles de production, forcément. En quoi ces évolutions sont-elles le reflet de vos modes de production? De mes modes de production à moi? Des vôtres ou peut-être de vos collègues vignerons. Moi, je pense que les vignerons bio, vous en avez ici, hein, ils le diront mieux que moi, je pense. Les vignerons bio apportaient énormément dans le changement de nos pratiques. Ils ont été des pionniers. Je pense aussi qu'ils sont plus que des pionniers. Ils sont vraiment des éclaireurs, ceux qui nous montrent tous les dangers et toutes les possibilités. Parce qu'en dehors du fait qu'on parle, voilà, de la santé ou de l'alimentation, ils nous montrent tout ce qui est possible pour renverser ces cercles de production et en faire quelque chose. Alors on dit souvent de vertueux, en tout cas quelque chose voilà, qui s'insère dans un tout. Alors vous dites que patrimoine viticole et culture biologique sont les deux facettes d'une même préservation.
Est-ce à dire que l'avenir se construit au passé? Mais l'avenir, sur ces pratiques notamment, et si on parle par exemple de biodynamie ou de vin nature, des pratiques qui vont être plus exigeantes envers la conduite biologique, mais beaucoup de ces pratiques, pour moi, sont des pratiques de bon sens qui étaient pratiquées anciennement. Il y a un terreau, un socle qui est inspiré du bon sens avant tout. Donc, est-ce que le passé est notre avenir ou l'avenir est dans notre passé? En tout cas, on peut y puiser des choses, mais comme ces gens ont fait pour la pratique à la vigne, mais aussi en cave, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on met beaucoup de choses en cave si on veut, mais donc c'est très important de dire aussi en cave. Et je pense que ces vignerons nous montrent la voie, parce que pour moi, à l'heure actuelle, il n'est pas possible d'envisager une production autrement. Je sais que quand j'ai fini d'écrire le livre, les modes de production biologique étaient très attaqués. Ils ont vécu une période de bashing assez sévère, mais ce sont de grands résistants parce qu'ils se sont forgés dans l'adversité. Et ce qu'il faut espérer, c'est plus au niveau des conditions économiques qui leur permettent, qui ne les empêchent pas de continuer dans cette voie-là. Et surtout d'en vivre. Oui. Votre livre nous offre aussi une ballade, poème ou chanson, de Georges Brassens, entre autres, mais aussi des ballades, promenades à travers le territoire. Mélange entre description de lieux, de paysages et de raisins. Qu'est-ce que pour vous ce mélange? On dit souvent, c'est une phrase un peu vidée de son... Enfin, très, très employée. Le vigneron ou l'agriculteur façonne un paysage. On n'a qu'à voir quand le vigneron ou le paysan ne cultive plus, tout part en friche. Donc il y a l'idée que ce vigneron a un rapport particulier avec ce qu'il construit, avec ce paysage. Et les interactions entre les deux sont particulièrement fortes dans la culture biologique, on en a parlé, mais l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que quand on s'émerveille de la beauté d'un paysage, on doit y voir ce que l'homme ou la femme a tenté d'en faire. Et je pense par exemple à un nouveau paysage viticole qui arrive avec ce qu'on appelle les key lines. Je n'ai pas le terme français, je suis désolée. C'est ces vignobles l'on construit en courbe, où on va en fait aller chercher à capter de la ressource en eau et à la garder. Enfin voilà, c'est dans un cadre d'hydrologie régénérative. Et par exemple, ces vignobles en courbe comme ça sur une colline, ils tournent autour. C'est une nouvelle construction de paysage. Et c'est parfois l'œuvre du vigneron, son travail peut être une belle œuvre. Vous citez Laloubise Leroy ou Margot Ducancel. Alors la première est vigneronne en Bourgogne et la seconde est une influenceuse qui est sur Internet rouge aux lèvres. Comment revendiquez-vous votre conversion d'historienne à vigneronne à l'ère de MeToo? Alors, moi, je ne revendique pas. Je suis là. À l'ère de MeToo, mais je vais préciser quelque chose quand même, c'est que MeToo a démarré en octobre 2017 et redémarré d'une façon assez mondiale. Et on a oublié qu'en juillet 2017, un procès avait eu lieu et avait été gagné par 3 jeunes femmes très courageuses qui avaient poursuivi un caviste très réputé parisien pour agression sexuelle. Et elles avaient obtenu gain de cause. Elles ont été reconnues victimes et il a été condamné à un an de prison avec sursis, je crois. Donc MeToo avait déjà courageusement démarré avec ces 3 jeunes femmes auxquelles
Je ne cesse de rendre hommage. Il y en a une qui a quitté le monde du vin, l'autre qui est partie en Italie, et la troisième qui essaie de garder la tête hors de l'eau. Parce que les condamnations, parfois, elles continuent pour les femmes après. C'était dans le sens où elles vont être écartées. Je l'ai vécu personnellement. Je trouve que c'est pas très intéressant de parler de ces gens-là. Parce que si on parle de ce que j'ai vécu, on va parler de ces gens-là. Donc, ça ne m'intéresse pas trop, quoi. Après, la place d'une femme vigneronne dans un monde qui est souvent identifié comme masculin, ouais. Est-ce que justement, ça ne permet pas aussi d'avoir un regard différent et construire différemment la vignoble, ça évolue beaucoup. Ça évolue beaucoup. Ce soir, nous avons Célia et Vanessa qui est à la tête d'un syndicat. Donc, les choses vraiment depuis ce moment-là, dans le monde du vin, ont évolué en tant que présence. J'ai une partie chiffrée là-dessus. Mais pour un pas en avant, on a souvent deux pas en arrière. Et il faut jamais lâcher. Et le moment où on pourra dire que les femmes ont été entendues dans le monde du vin, c'est le moment où on ne se posera plus la question qu'elles soient à la tête d'organismes. Donc on en a eu quelques-unes à la FNSEA, qui était une femme. Au CIVL, qui est le comité interprofessionnel des vins du Languedoc, Myrène Delorgerie, elle a été présidente. Mais lorsqu'on parle, on se rend compte tout de suite que nous allons parler d'exception. Et on se sent encore... on le voit aux États-Unis aussi ces derniers jours, être une femme dans le monde vigneron, c'est de plus en plus courant et admis. Et être à la tête... il y a encore du travail. Il y a du travail, oui. Vous concluez votre livre en parlant de jus de vigne. Et j'ai simplement envie de vous demander de quoi le jus de vigne est-il le mythe, ou sera le mythe du XXIe siècle? C'est le jus de la vigne, la phrase de Rabelais. Oui. Moi, je suis une indécrottable optimiste. Donc, je ne peux pas penser que la vigne n'existera plus. Et comme je suis prudente, je me dis que c'est en agissant, surtout qu'on pourra faire en sorte que la vigne soit encore là. C'est quand même un produit pour nous extrêmement culturel. C'est avec les Grecs et les Romains qu'un certain nombre de pratiques sociales médicinales se sont installées autour du vin. Donc il a vraiment une place à part dans nos sociétés. Et il faut retrousser les manches et toujours être au combat. C'est pas une guerre, mais être dans l'action pour la faire perdurer. Ça se pose pour quelques terroirs à l'heure actuelle, notamment dans les Pyrénées-Orientales, où il n'y a pas plu pendant 2 ou 3 ans selon les vallées, et qui ont eu un peu de pluie là, mais qui sont très, très impactés par cette sécheresse. Et ça, bien sûr que la question de la survie de nos terroirs se pose, et c'est quand même nous qui avons les réponses. C'est pas le terroir. Le terroir, lui, il est là. Il nous attend, il a tendu les bras aux Grecs et aux Romains, et c'est à nous d'y veiller fortement. Alors, dans votre livre, Le vin par tous les temps, publié aux éditions BBD Éditions, vous abordez un peu d'histoire pour raconter votre histoire et expérience de la viticulture au Clos de Miège. Merci pour vos réponses. Merci à vous pour votre question.